Bonjour. Bonjour. Une femme qui a été la selle en lice lors de l'élection du 30 décembre dernier, très active dans la politique. Nous sommes en plein mois de mars, justement un mois un peu spécial pour la femme. Aujourd'hui, environ 10 ans après que la Constitution congolaise ait consacré la notion de la parité homme-femme, comment vous pouvez évaluer aujourd'hui l'effectivité de la parité en République démocratique du Congo? C'est vrai que si nous devons évaluer, ce n'est pas simple en constatant ce qui se passe un peu dans la scène politique. Nous constatons qu'il n'y a toujours pas assez de femmes et que nous sommes loin d'atteindre les 50%, puisqu'il faudrait quand même une prise de conscience de la part de la femme. Moi, je dis toujours, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Nous avons eu cette opportunité extraordinaire d'avoir cet article 14 dans la Constitution, mais il faudrait que nous, les femmes, nous puissions être un peu plus, que nous soyons un peu plus actives et que nous soyons un peu plus présents en politique pour pouvoir jouir de cette parité. Est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait que la femme congolaise, de par elle-même, se sent de plus en plus désintéressée, et surtout de la question politique? Bon, c'est normal aussi, il faut la comprendre. Hein. C'est un milieu qui est très très agressif. Je pense que vous venez de le dire tout à l'heure, que j'étais la seule femme candidate aux élections présidentielles. Lorsque vous constatez cela, c'est même pas 10% de représentation, je dirais quoi, 5% peut-être. Et nous pouvons comprendre que la femme a peur, elle est mal à l'aise dans ce milieu-là parce qu'il y a trop d'agressivité. Et c'est ça peut-être qui décourage la femme, alors qu'elle joue déjà un rôle important dans la société, où elle apporte beaucoup de solutions, mais à un niveau un peu trop faible. Alors que si elle entrait dans la politique, je pense elle apporterait beaucoup de réponses aux problèmes des Congolais. On va peut-être mener une réflexion à haute voix. Parité de la femme congolaise, pour quel genre de femme? Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de qualité, de manque de ces femmes-là qui ont un background suffisant pour pouvoir animer les institutions? Si je tout faux, vous allez... Non, c'est vraiment pas un problème de qualité. Franchement, moi je suis très vexée lorsqu'on dit ça. C'est vraiment pas un problème de qualité. C'est plus, comme je vous ai dit, c'est un milieu un peu trop agressif pour les femmes. Elles n'osent pas y entrer. Il y a beaucoup de femmes, mon Dieu, qui ont beaucoup de compétences dans la République démocratique du Congo, mais elles n'ont pas osé tout simplement. Je vous dis, c'est un monde où on vous bouscule. J'en sais quelque chose. C'est un monde où on ne vous laisse pas la place, on veut vous écraser, on vous empêche de parler, vous devez être parrainé. Et donc, la plupart des femmes refusent d'y entrer. Donc, il faut un certain courage aussi pour oser. Il faut être accompagné, il faut être parrainé. Alors, quand vous êtes seul comme... une personne comme moi, je vous assure que ce n'est pas du tout facile. Donc, ce n'est pas un problème de compétence. C'est plus un problème il y a moins de femmes en politique, tout simplement, comme je vous ai dit, parce que c'est un milieu qui ne plaît pas à la femme et c'est un milieu qui ne plaît pas à une femme mariée et son mari, sûrement, ne voudrait pas l'encourager à y aller. Donc, je fais partie de quelques exceptions où le mari a accepté que nous puissions entrer en politique. Mais je peux comprendre que ce n'est pas évident. Mais est-ce que l'élite de la femme congolaise, par exemple, vous autres qui avez la chance d'être en milieu politique, d'avoir exercé des fonctions, d'autres femmes qui sont ADG, DG quelque part, est-ce que vous prenez la question de l'éducation civique de la femme avec beaucoup de sérieux? Je prendrai un petit exemple. La journée de 8 mars aujourd'hui est loin de l'image qui est donnée à Kinshasa, par exemple. C'est une journée qui s'arrête carrément à une fête qui est réduite du pain plutôt. Et puis, c'est la journée où les femmes s'adonnent beaucoup plus au festoiement et à l'ivresse. Est-ce que ce n'est pas aussi de votre responsabilité d'apporter cette éducation civique par rapport à cette journée, qui est une journée pour le droit de la femme? Je suis parfaitement d'accord avec vous, avec ce raisonnement-là, puisque c'est ça qui a été véhiculé. Je trouve que la question a été traitée avec beaucoup de légèreté. Je le pense aussi. Et je crois que nous devons faire un effort. Moi, je parle toujours de l'unité. On doit être unis, on doit se connaître, on doit se rencontrer pour pouvoir aussi sensibiliser le gouvernement qui nous donne chaque année un nouveau titre. Je me suis posé la question d'abord de savoir est-ce qu'on a eu vraiment évalué. J'aurais aimé que cette année, par exemple, que nous puissions faire un bilan de ces années. Ça fait 42 ans, je crois, à peu près, que nous célébrons, que le monde entier célèbre cette journée qui est spéciale. Et nous, au Congo, on n'en voit pas vraiment les fruits, c'est vrai. Parce que le pagne a été mis plus en avant qu'autre chose. C'est le pagne et la fête qu'on voit. Mais est-ce que le droit de la femme est respecté? Parce que
Les textes légaux, il y en a, hein, tant au niveau international, au niveau régional, au niveau national. Il y a des textes légaux qui protègent la femme, qui mettent la femme en avant, qui la sécurisent. Mais malheureusement, tous ces textes-là ne sont pas mis en application. Et le 8 mars, nous ne voyons que ce n'est qu'une journée de pagne, ou même dans des entreprises privées, on donne un peu de moyens à la femme pour qu'elle achète son pagne et qu'elle puisse aller au restaurant et faire la fête. Alors que ça devrait être justement une journée pour faire le bilan. Qu'est-ce que nous avons fait l'année passée? Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous avons avancé? Est-ce que la femme, sa vie a changé? Est-ce que la femme... la jeune fille étudie? Ce sont toutes ces questions-là que nous devons nous poser. Donc, je pense que vous avez raison. Mais ce n'est pas trop tard pour faire le bien. Nous sommes un jeune pays et nous ne devons pas nous encourager. Bien au contraire, plus il y a de nouvelles têtes en politique, plus nous devons emmener un nouveau vent pour innover. Justement, nouvelle tête en politique, Marie-Josée Ifoko, actrice politique très engagée, difficile de zapper la question de l'actualité politique. Vous avez combattu au sein de l'opposition, vous avez été quasiment puisque chantre de cette unité. Aujourd'hui, un de vous est à la présidence de la République. Une fierté finalement? Ça en est fini avec le camp Kabila? Définitivement, c'est une fierté parce que ce qu'on a vécu le 24 janvier 2019 est inédit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Personne n'avait calculé ça, personne n'avait réfléchi à ça, si ce n'est la main divine, comme je pourrais le dire. Et oui, c'est une grande fête pour nous que l'opposition, je pense que vous l'avez entendu dans le média, dans mon discours, j'avais choisi de battre campagne à travers les médias pour ne pas émietter les voix de l'opposition. Donc j'en suis très contente. C'est notre victoire. Et je le dis toujours aussi, c'est la victoire de Martin Fayulu aussi. Ce n'est pas que la victoire de Félix, c'est notre victoire à nous tous de l'opposition. Donc pour nous, c'est une véritable joie. Victoire de l'opposition avec en toile de fond le FCC. Bon, vous savez, il y a quelque chose que je voudrais, si vous me laissez un peu de temps d'expliquer, dans notre projet de société de l'ANC. Moi, je parle de la rupture du système avec une nouvelle constitution. Et dans cette vision-là, dans la nouvelle constitution que nous devons avoir, c'est que toutes les personnalités politiques devraient être élues, à mon humble avis, tous. Donc, il ne faudrait pas élire seulement 500 députés, il faudrait qu'il y ait un panoplie de peut-être 1000 personnes qui devraient être élues, qui servent de banque de données, justement pour pouvoir les positionner au niveau de hautes fonctions. Comme ça, le peuple va comprendre, parce que je crois que le peuple congolais ne comprend pas. Lorsqu'ils vont élire les députés, tant nationaux que provinciaux, ils élisent en fonction des accointances. Ça peut être tout simplement parce que c'est un membre de la famille, c'est un ami, c'est quelqu'un qui nous est proche. Donc, ils ne comprennent pas la portée de leur choix. Donc, quand ils élisent des députés de l'opposition, enfin, à l'époque, c'était de la majorité, vous allez élire un président qui était de l'opposition, ils n'ont pas compris que ça nous conduit à une cohabitation. Mais si à un moment donné, nous faisons comprendre à ce peuple-là, chaque personne que vous êtes en train d'élire, là, c'est eux qui vont vous diriger, qui vont diriger les circonscriptions, qui vont diriger les territoires, qui vont être ministres, qui vont diriger n'importe quelle haute fonction de l'État. Ça doit être ce député-là, enfin, on trouvera peut-être un autre nom pour ceux-là qui deviendront de ministres et députés. Je pense que le peuple va commencer à choisir les gens différemment aussi. Parce qu'ils vont comprendre qu'en choisissant mon frère, regardez les conséquences, rien n'a avancé. Rien n'a bougé de notre côté parce qu'on a choisi la bonne personne, on a choisi un membre de la famille qui n'a pas apporté de solution. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de votes sanctions. Beaucoup de gens ne sont pas revenus, je pense même au niveau de la députation nationale, c'est à peu près 10% de personnes qui sont revenues. Donc ça veut dire que le peuple arrive quand même à sanctionner. Mais nous voulons l'aider à mieux sanctionner en élisant plus de gens pour que ces mêmes personnes-là puissent, gérer les entreprises publiques qui sont au niveau des ministères. Et là, ils vont se rendre compte de leur peut-être mégestion ou de leur bonne gouvernance. Et ça nous aiderait la prochaine fois à mieux choisir nos dirigeants. Je pense, c'est à mon humble avis. Prête à travailler avec le nouveau président de la République, si jamais la main vous est tendue? Mais s'il me tend la main, ça ne peut être qu'une joie pour nous, puisque nous avons combattu dans le même sens et nous avons crié haut et fort que Kabila devait serrer la main à un opposant lors de la passation de pouvoir. Et c'était quasiment un rêve quand on le déclarait. Aujourd'hui, on a vu que c'était une réalité. C'est avec plaisir qu'on le ferait. Pour Marie-Josée Ifoko, quels peuvent être les axes prioritaires pour Félix Tshisekedi aujourd'hui? Les infrastructures, on parle de l'électricité dans toute la République.
les eaux, parce que sans infrastructure, sans eau, sans électricité, je ne vois pas comment les grandes industries vont venir s'installer ici. On a besoin d'investisseurs, on a besoin d'emplois. Ça, c'est élémentaire. Il faut absolument que nous ayons de l'électricité à travers toute la République. Et c'est faisable. C'est faisable. Ce n'est pas miraculeux. Il faut qu'on ait de l'eau dans toute la République. Les gens doivent avoir de l'eau potable et des infrastructures justement pour permettre aux investisseurs de venir s'installer chez nous. Ce sont des urgences. Et puis l'agriculture. Vous avez déjà eu à gérer l'intérieur du pays, toute une province. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui lorsqu'on décrit d'une manière assez systémique une corruption pour l'élection des sénateurs et l'élection du gouverneur des provinces? Comment ça vous fait? J'ai tweeté là-dessus. J'ai eu beaucoup de réactions, mais plusieurs milliers de gens qui ont eu à réagir sur mon tweet pour dire qu'on devrait suspendre ces élections. Comment voulez-vous que nous puissions avoir des dirigeants, déjà, dès le départ, ce sont des dirigeants qui ont dû corrompre pour arriver là où ils sont. Et durant tout leur mandat, ce qui va arriver, c'est que ces mêmes députés qui les ont élus par corruption vont continuer pendant leur mandat à leur mettre la pression. Donc, ils ne seront pas travaillés convenablement parce qu'ils doivent plaire à ces députés-là. Moi, je trouvais que c'était important que le président, en tant que garant de la nation et régulateur des institutions, de bon fonctionnement des institutions, puisse suspendre ces élections et nommer peut-être en attendant de commissaires spéciaux comme il y en a déjà eu, en attendant qu'on puisse trouver une solution pour cette corruption-là. On ne peut pas continuer. On veut absolument un changement. Et le président Félix Tshisekedi combat la corruption. Et donc, moi, je trouve que ça serait une mesure forte. Si jamais il utilisait d'autres services pour nous aider à suspendre un peu ces élections à travers la justice et la CENI, ça serait un signal fort. Dernière question, Marie-Josée Foucault. Aujourd'hui, Martin Fayulu est de plus en plus à l'extrême, qui est plus proche de Félix. À un moment donné, vous aviez essayé de jouer les réconciliateurs ou la jonction entre les deux. Échec, abandon, ou vous continuez toujours à essayer de ramener les deux frères ensemble? En politique, on n'est pas nécessairement obligé d'être ensemble. Il faut qu'il y ait aussi des gens qui soient dans l'opposition pour créer l'équilibre. Donc, je ne vois pas le problème que Martin choisisse de rester dans l'opposition. Ça serait bien. Ça nous aiderait aussi à créer cet équilibre-là, puisqu'on a besoin de signal d'alarme. Donc, il serait là pour être ce signal d'alarme-là au cas où il y a déraillement. Donc, moi, je ne vois pas le problème. On s'est battu pour cela. Ça n'a pas marché, mais ce n'est pas plus grave. C'est un combat d'idées. Nous ne sommes pas des ennemis. Je ne pense pas que Félix et Martin, permettez-moi de l'appeler ainsi, puissent être des ennemis, mais bien au contraire, ce sont des combats d'idées et ils ne se sont pas retrouvés là-dessus. Donc Martin peut demeurer dans l'opposition et ça va créer un équilibre et ça sera toujours pour l'intérêt du peuple congolais. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à la question. Merci à vous aussi.